et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MailWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Qui parmi vous peut se vanter de vraiment connaître son histoire? Son histoire entière, son histoire familiale. On a souvent tendance à vouloir se créer sa propre identité, sa propre histoire. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, ce qu'on est, ce qu'on pense, nos valeurs, nos qualités, nos défauts, notre vision des choses, nos rêves, dépendent énormément de notre famille, de nos ancêtres. Mais Caroline explique tout ça bien mieux que moi. Caroline de Rumigny est psychogénéalogiste. À travers ses accompagnements, elle guide chacun de ses patients afin qu'ils partent à la rencontre de leur histoire familiale et qu'ils comprennent comment cette histoire les construit, comment elle les impacte au quotidien et comment elle peut être la clé des problématiques qu'ils rencontrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Coco de Disney, où cet enfant passionné de musique part à la découverte de ses ancêtres et de son histoire. C'est un peu ce qu'on vous enjoint à faire avec Caroline durant cet épisode. Vous pouvez la retrouver sur son site internet et ses différents réseaux sociaux et je vous encourage vivement à aller voir le contenu qu'elle propose qui, au-delà d'être à son image, brillant, percutant et bienveillant, est extrêmement riche et diversifié. Je vous laisse rejoindre notre conversation du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté d'intervenir avec moi sur Espérance, sur cet épisode dédié notamment à la psychogénéalogie. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet épisode avec toi puisque quand je t'ai découverte il y a quelques mois pendant le confinement, c'était une thématique qui m'avait vraiment beaucoup intéressée et puis tu en parles surtout très bien. Donc dans un premier temps, je te laisse expliquer un petit peu aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui et puis un petit peu ton parcours. D'accord. Eh bien, écoute, merci déjà aussi à toi pour ta confiance, Marion, et puis pour m'avoir invitée à faire ce podcast sur la psychogé. Donc, je suis psychoanalyste clinicienne. C'est un titre qui est issu de l'école de l'IEPA, l'Institut européen de psychologie appliquée. Avant, j'ai été aide médico-psychologique. Après, j'ai fait éducatrice spécialisée. Enfin, j'ai été éducatrice spécialisée et cadre socio-éducatif. Donc, ces 3 fonctions en étant diplômée. Et voilà, je m'étais réorientée vers quelque chose de plus du 1 pour 1 parce que travailler dans les établissements avec beaucoup de bénéficiaires, étant donné que je suis quelqu'un de très entière, ce n'était pas forcément évident de me couper pour tout le monde de la même manière et j'avais l'impression du coup de ne pas pouvoir me décupler. Donc, c'était mon souhait en fait, aspirer à quelque chose de plus individuel et du coup de faire je dirais pas une réorientation parce que du coup j'ai toujours suivi une lignée d'aide à la personne dans l'humain et sociaux. Et du coup, je trouve que c'était vraiment une évolution. Donc, d'AMP, passer EduxP, passer cadre où j'avais une trentaine de salariés. Et après, psy, dans le sens où voilà, c'était plus dédié à quelque chose, je dirais pas de plus tranquille parce que ça ne l'est pas, mais en tout cas de plus entier et qui me correspondait plus pour, pas la fin de ma carrière, mais les 20 prochaines années, on va dire. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais donc de l'accompagnement individuel. Je sais, moi, du coup, que tu as notamment, je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialité, mais que tu pratiques notamment la psychogénéalogie. Est-ce que tu fais aussi des accompagnements qui ne concernent pas du tout cette forme de suivi psychologique? Alors en fait, je vais avoir plusieurs outils. La psychogénéalogie en fait partie. C'est l'outil que je préfère manier, on va dire, parce que je vois en fait les résultats qui sont très parlants, très poignants, je dirais même, et très rapides, entre guillemets, pour
trouver la raison du qui suis-je, en fait, de partir sur le transgénérationnel et les racines de qui nous sommes. Ça fait partie de ma boîte à outils. Je fais aussi de l'hypnose, de la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. Et après, je fais les thérapies familiales, les thérapies de couple, les thérapies d'enfants. La base, c'est la psychologie. Et c'est vrai que cet outil, la psychogénéalogie et le décodage biologique, parce que ça va souvent ensemble, mais c'est quand même un autre sujet parce que c'est aussi extrêmement complet, le décodage biologique. La psychogénéalogie, en fait, ça va être l'un de mes outils. Ok, ouais, super. Et donc, pour du coup rentrer directement dans le vif du sujet, pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de la psychogé, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe, comment ça fonctionne, et puis éventuellement pour qui est-ce que ça concerne? Ok. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de côté ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui va être à part entière et qui va être, auquel on va être lié. En fait, nous, quand on arrive sur Terre, on va dire, même bien avant, quand on a été conçu de manière imaginative par nos parents, par le projet-sens, on appelle ça. On a été espéré, on a été attendu, ou pas d'ailleurs. Moi-même, je suis un accident. Je n'ai pas du tout été conçue dans la tête de mes parents avant d'arriver. Donc, il y a vraiment cette notion d'appartenir à un clan, d'accord, familial, où on va avoir un père et une mère qui vont avoir un père et une mère qui vont avoir un père et une mère. On va remonter comme ça. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire de la généalogie pure. L'idée, c'est de comprendre comment ça peut jouer au niveau génétique et épigénétique. C'est pour ça que le décodage biologique, c'est comment on va dire, une branche, d'accord. C'est que du coup, on dépend tous comme ça de manière génétique à 4 générations au-dessus de nous. On détient dans notre ADN, ça a été prouvé scientifiquement, même si ce n'est pas une discipline prouvée à 100%, parce que du coup, on a quand même 3-4% d'ADN neutre, mais il y a 95, allez, on va faire du caricature, mais on va avoir 95% qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent en fait à notre lignée d'avant. On se trimballe les traumatismes, on se trimballe les ressources, il n'y a pas que le mauvais. Si on aime bien le violon plutôt que le piano et qu'on ne sait pas pourquoi, eh ben, peut-être qu'on a un arrière-grand-père qui a joué du violon et que c'est pour ça notre attrait vers cet instrument. En fait, on va avoir aussi des petites choses de notre vie courante sur quelque chose qui ne va pas être de l'ordre de l'environnemental, dans le sens où ce n'est pas psychologique. Donc là, c'est important aussi, c'est qu'on va avoir ce besoin de systémie où on va appartenir à une famille, à un noyau familial dans lequel on va vivre, où on va apprendre des choses avec des croyances limitantes, des croyances et des règles de famille, où là, ce n'est pas du génétique, mais c'est de la vie. C'est si on a été traumatisé en étant enfermé dans un placard quand on était petit, ça va être de l'ordre du psychologique directement. Il n'y aura rien d'ancestral des personnes qui sont au-dessus de nous. Par contre, si on va avoir un ressenti de claustrophobie, où on va se sentir enfermé dans un lieu à ne pas être bien du tout de manière épidermique, d'accord, à l'intérieur de soi, sans raison particulière, on va essayer de voir à quoi ça peut faire référence, d'accord? Donc, de manière psychologique, où là, on va balayer un petit peu, enfin, moi, je travaille avec une méthode symboliquement d'entonnoir. On va partir d'un tout et je vais essayer un petit peu d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'accord? On va faire une espèce de panel de questions pour savoir vers qui ça peut tendre, plutôt psychologique, plutôt généalogique. Et on va essayer comme ça de tricoter et de voir à qui est-ce que ça peut faire référence. Évidemment, ça peut correspondre alors je dirais à tout le monde, dans le sens où tout le monde devrait savoir de là où on vient pour être le mieux dans nos baskets et être enraciné et ancré au plus profond de soi-même, parce qu'on se trimballe des gènes, qu'on veuille ou non, qu'on soit adopté, recueilli ou dans une famille bien définie. Mais il y a aussi cet aspect où quand le patient arrive en me disant moi j'ai cette maladie, je suis sûre que c'est psychogénéalogique, si pour moi ça ne l'est pas parce que l'étude que j'en fais ne va pas dans ce sens-là, ben, j'hésite pas de le dire, ben non, c'est peut-être un déni. Et à ce moment-là, on rentre dans la sphère du psycho et pas de la généalogie. Et la personne peut aussi avoir oublié, parce que l'inconscient
nous donne vraiment le besoin d'une survie, on va dire. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre du déni au niveau de l'inconscient, au niveau des choses mises sous cloche, hein, pour que du coup, on continue à vivre. Un trauma vécu qu'on ne se rappelle pas. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir, pour ma part, j'ai aucun souvenir avant mes 14 ans de moments de vie, de vécu. Je connais mon histoire. J'ai les photos de mes parents quand ils me montrent. Je sais que j'ai vécu là, là, là. Mais des souvenirs vivants, on va dire, j'en ai, mais un rikiki. Voilà. Donc, voilà. Ça, il faut aussi savoir qu'il y a des bienfaits, des bénéfices secondaires, des choses à travailler de l'ordre de la psychologie de la personne à ce moment-là, le pourquoi il y a eu cette cloche à un moment donné pour continuer à ce que tu puisses vivre quand même et que ça n'a rien de psychogénéalogique. Ouais. Tout n'est pas psychogénéalogique, sinon, comme je dis souvent, et ça peut faire rire, mais sinon, il n'y aurait plus de médecin, on boufferait des graines et tout irait mieux. Ouais. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ça. Okay. C'est que du coup, quand il y a quelque chose qu'on sent qui ne nous appartient pas, quelque chose de ventral, d'irrationnel, de viscéral, d'accord, où là, on se dit, il y a un truc qui ne m'appartient pas, et à ce moment-là, le fait que mon inconscient me l'exprime, c'est que du coup, il a besoin de s'en extraire pour vivre, puisque du coup, on est dans un instinct de survie. Et que dans ces cas-là, le fait d'aller regarder à qui ça peut appartenir, eh bien, l'inconscient devient matériel, donc remonte en conscience et peut s'évacuer, n'a plus raison de nous embêter pour rester poli. Ouais. Voilà. Est-ce qu'une personne qui veut faire ce travail, qui a vraiment la volonté voilà, de remonter un peu sur ces fameuses 4 générations, mais qui est dans une... Alors, soit, par exemple, qui aurait été adoptée, soit qui est dans une famille, enfin, soit avec des membres qui sont déjà décédés ou des membres qui juste ne veulent pas parler, en fait, qui ne veulent pas communiquer sur leur histoire, elle se retrouve coincée, du coup. Est-ce qu'elle a des solutions ou est-ce que il faudra qu'elle passe par un autre outil? Alors, il y a toujours des solutions. Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure que tu viens de me citer. On va prendre le plus facile et on va aller vers le plus dur. Les personnes qui sont vivantes mais qui ne veulent pas parler, manque de bol pour eux, les choses de la vie courante parlent. Les prénoms donnés, ça va faire... Alors, les prénoms donnés, les dates de naissance, les dates de décès, les maladies qui transportent, les liens, donc la filiation quand ils vont se marier, avec qui, quand, quoi, qu'est-ce, les enfants qu'ils vont avoir. Voilà. Alors, quand je dis par exemple, parce que sinon on en parlerait toute la journée et je crois que ton podcast dure une demi-heure ou 3/4 d'heure, pour faire simple et pour expliquer le plus facilement possible, c'est qu'on part tous d'un inconscient collectif. L'inconscient collectif, ça va être la colombe, c'est le symbole de la paix, le chien, l'ami fidèle de l'homme. Ça, c'est des inconscients collectifs qu'on a de manière archaïque, d'accord ? Ouais. C'est des symboles. On grandit avec. Donc, c'est ce qui fait que quand on rêve, on va dire « Tiens, je vais reprendre le grand dictionnaire des rêves. » Vous tapez sur Google « J'ai rêvé de colombe. » Ah, tiens, mon Dieu, ça va être la paix. Magnifique. OK. Mais après, on va avoir notre inconscient individuel, notre propre vie, qui fait que si moi, demain, je me fais bouffer la jambe par un chien, quand je vais rêver d'un chien, ça va être de l'ordre de l'agressivité. Et là, je fais une association d'idées dans le sens où si mon père était agressif, du coup, c'est le symbole de mon père. Qu'est-ce que je dois régler avec mon père et pourquoi j'ai rêvé de ça aujourd'hui ? Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on décortique. Ouvrir un grand dictionnaire, c'est super. Ça nous donne un chemin, d'accord ? Mais ce n'est pas une fin en soi et tout n'est pas dans les bouquins, sinon ça serait trop facile aussi. Ça, c'est très important à signaler. Donc, on part d'un inconscient collectif. Donc, quand on va donner un prénom à un enfant, pour revenir sur les prénoms, c'est un peu ce qui se joue quand on est parent, c'est qu'on va se disputer sur « Ah tiens, moi je me sens bien le prénom Pauline. Ah non, moi je voudrais Victoire. » Mais pourquoi ? Pourquoi on a ce ressenti de se battre pour un prénom et pourquoi c'est si important ? Eh bien, c'est que dans notre inconscient, il y a quelque chose qu'on a envie. C'est un peu dur à admettre et à dire parce qu'on se dit c'est pas pour ça qu'on ne va pas charger notre enfant, mais en gros c'est ça, c'est qu'on va lui faire raconter une histoire qu'on ne veut plus à l'intérieur de nous. L'enfant sort de nous-mêmes quand on est une femme et l'enfant est procréé quand c'est un homme. Si on a envie d'un prénom, c'est bien qu'on veut s'en débarrasser. On ne se débarrasse pas de choses qui ne nous dérangent pas, on se les garde. Donc, en fait, les prénoms sont tous chargés d'empreintes, de mémoire, qui vont être hyper importantes et qui vont raconter une partie de l'histoire.
D'accord. Mais D'accord? c'est vrai que c'est pas facile à entendre, hein. Enfin, moi, j'ai pas Ben d'enfant, non. donc ça va, mais pour ceux qui en ont, c'est un petit peu compliqué. Ah bah c'est super dur parce que comment t'appelles ton gamin, sachant qu'en plus tu vas te décharger, c'est Ouais. horrible. Mais c'est ton instinct de survie. Je vais appeler ABC, comme ça, il y aura pas de… Moi, je disais aux gens quand on me demandait comment je allais l'appeler le prochain, je disais je l'appellerai pas, je le sifflerai. Mais c'est à peu près dans le même style. Mais donc tout ça pour dire que, en fait, même si la famille ne parle pas, même si la famille a ses secrets, d'accord, ses non-dits, il y a de toute manière des hypothèses de vie qu'on va pouvoir raconter. Moi, je pars du principe, alors ça, c'est ma manière de travailler en psychogé, c'est qu'au-delà de 3 affirmations d'une hypothèse, dans le sens où si à chaque hypothèse, on retombe sur le même résultat, la même Ouais. solution, pour moi, c'est plus une hypothèse, c'est une affirmation. D'accord? Et ça, c'est important. Après, moi, je ne suis pas la personne qui vient me voir. Si la personne, dès la première hypothèse, elle me dit, là, ce que vous me dites, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas bien du tout, soit pleure, soit vomit, soit rit, j'ai un peu tout eu, hein, ou soit sue à grosses gouttes, c'est que cellulairement, ça parle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est super important. C'est qu'on va être des êtres humains, on va être remplis à 70% d'eau, d'accord? Donc, c'est pour ça que quand il y a de la pleine lune, on n'arrive pas trop à dormir aussi. On a une espèce de raz-de-marée à l'intérieur de soi, d'accord? Alors après, moi, je ne fais pas du tout du scientifique à ce point-là, mais je suis très réductrice en expliquant ça comme ça, mais c'est pour que ça parle à tout le monde, d'accord? Ouais. C'est que du coup, c'est pour ça que quand moi je vais te dire quelque chose, si toi ça t'impacte, et ça c'est important ce mot, c'est qu'en gros j'ai jeté une pierre dans ton lac et ça fait des vibrations. Je te fais la métaphore. Si jamais ça ne te touche pas et que ça touche ta voisine, c'est que ta voisine, ça lui parle à elle. Et c'est pour ça qu'en fait, on va être attentif à nos ressentis, à nos émotions quand on va faire de la psychogé, parce qu'il y a des choses où l'inconscient va entendre et que moi, je vais lancer une pierre dans ton lac d'inconscient, d'accord, ce fameux iceberg avec ce lac, et que du coup, ça va donner des vibrations et que tu vas te sentir pas bien. Ok. Eh bien, c'est là où on va se dire, ok, ça veut dire que le corps va prendre et on va savoir, on ne sait pas pourquoi c'est vrai, mais on sait que c'est vrai et on en est persuadé. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour les non-dits et les secrets, sans savoir et dire que quand il y a secret, les choses se créent, hein, le verbe créer. Ouais. Et ça, on appelle ça en psychologie le langage des oiseaux. Donc ça, c'est très important aussi dans les prénoms. C'est le langage des oiseaux, c'est ce qu'on appelle en psychologie la phonétique de ce qu'on entend par l'inconscient. Ouais. Un enfant qui va s'appeler Tristan, on entend le triste en lui ou le triste antérieur. Et du coup, il y a aussi cette traduction, on va dire, symbolique de l'inconscient collectif, mais aussi l'inconscient phonétique qui va être mis en exergue par les prénoms. Pauline, c'est le lien de la peau. On peut Ouais. tâches comme ça où la personne aura besoin en fait de parler ce qu'elle se tait depuis des années. Ok. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Alors ça, c'est pas embêtant. Enfin, embêtant, si, c'est tout embêtant au départ. Pardon. C'est pas embêtant, c'est qu'on a toujours en fait sur notre livret de famille des accès à des actes de naissance. Après, il faut aussi avoir envie, hein, dans le sens où il faut demander aux mairies. Mais moi, si demain, alors là, mes parents sont vivants, mais si demain ils décèdent, j'ai juste à prendre mon livret de famille, aller à la mairie ou envoyer un mail. Alors oui, c'est des démarches, hein. Oui, ça prend de l'énergie, mais quand on sait que c'est pour une résolution de notre problème, voilà, c'est pas dérangeant. Enfin, moi, je trouve pas ça. C'est un temps qui va être occupé à ça, mais voilà. Donc, il y a les recherches au niveau des mairies, des archives, sachant qu'il y a des sites internet aussi exprès pour ça, et sachant que n'importe qui a le droit aux archives départementales nationales, et même dans les autres pays, mais ça, c'est d'autres méthodes. Et pareil, on en parlerait juste à ce soir, mais en France, on va rester sur la France, hein, on va avoir vraiment accès aux archives au-delà de 100 ans, n'importe qui. Moi, je peux connaître tes propres ancêtres et demander les pas les avoir. Okay. Voilà. Après, s'ils sont morts dans les hôpitaux, les hôpitaux, pareil, ils ont l'obligation de garder les dossiers plus de 100 ans. Donc, quand il y en a qui me disent « je ne sais pas de quoi il est mort », allez voir à l'hôpital, en fait. Demandez l'archive de votre arrière-grand-père. Ils sont obligés de le donner.
D'accord. Ah, c'est important de savoir ça. Bah oui. Et alors après, quand on a été adopté, donc ça, c'est important aussi. Alors moi, j'ai l'exemple de ma maman qui a été adoptée. Même pas, elle n'a pas été adoptée, elle a été recueillie. Donc en fait, sa famille dans laquelle elle a été abandonnée ont choisi de la recueillir. Donc ils l'ont gardée, on va dire, mais n'ont pas voulu faire un dossier d'adoption. Donc ça, c'est autre chose. Par contre, alors, il y a tout ce côté biologique où on peut aussi remonter parce que l'acte de naissance, on va avoir le nom de la mère si elle n'est pas née sous X. Donc, on peut, avec les archives, encore une fois, blablabla, remonter. Et si la personne est née complètement sous X et a été placée en famille d'accueil ou adoptée, ce qui est important à voir, c'est que dans les arbres généalogiques, on va avoir ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est que quand on se met avec une personne et qu'on arrive à enfanter, c'est que l'autre nous sert à quelque chose. Alors, c'est pas beau de se dire ça parce qu'on se dit, quand on aime, ouais. Décidément, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts quand vous écoutez le podcast. Parce que... Quand on se met avec un conjoint ou une conjointe, au-delà du fait qu'ils sont beaux, grands, forts, intelligents, ça, c'est le côté conscient et c'est pour ça qu'on a choisi Bibi. Sauf qu'il y a quelque chose de caché derrière, de l'ordre de notre survie. Parce que ce qu'il faut savoir en psychologie, c'est qu'on est tous des êtres très égocentriques et égoïstes et narcissiques, même si c'est moche à dire, et qu'on ne nous élève pas là-dedans dans notre société. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être pour vivre, d'accord ? Et du coup, l'autre va nous servir à résoudre quelque chose qu'on n'a pas résolu dans notre arbre pour notre instinct de survie. Donc, il se peut que la réponse se trouve du côté, c'est ça, du conjoint, si on est avec quelqu'un, et ou de notre père, si par exemple la mère a abandonné, mais que le père est resté vivant. Enfin voilà. De toute manière, c'est un peu ça. Et ça, on va le retrouver sur des couples qui vont essayer de faire des enfants pendant 5, 6 ans et qui n'y arrivent pas. Ben, peut-être que c'était parce que du coup, ce n'est pas forcément le bon et à quoi il nous sert dans notre vie, ou alors peut-être qu'ils ont besoin d'être là à ce moment-là pour ces raisons-là, et qu'au bout d'un moment, ils se quittent, et puis 6 mois après, ils se remettent avec quelqu'un, et là, ils tombent enceintes dès le premier mois. C'est qu'il y a quelque chose qui parle, en fait. C'est que génétiquement, de manière alchimique, je dirais, il y a quelque chose à jouer entre les deux arbres. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Il y a toujours une solution. Oui, beaucoup de solutions, beaucoup de travail, beaucoup de solutions. Imaginons donc toi, quand tu as des personnes qui viennent te voir, qui vous arrivez à, en tout cas, formuler des hypothèses qui sont probables dans la résolution de la problématique que la personne avait. Est-ce que juste le fait de conscientiser ce rapport, je ne sais pas moi, que ça vient du grand-père ou peu importe, ça suffit? Ou est-ce que toi, tu mets en place je sais pas, des outils, des actes à réaliser justement pour bien nettoyer, entre guillemets, ce qu'il y a à nettoyer? Alors, il y a deux choses. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est que déjà, quand le travail va s'amorcer, déjà dans un premier temps, dans les recherches, moi, pour faire gagner du temps à la personne et des sous, parce que du coup, ça évite qu'ils les perdent en faisant une séance ou deux où on blablate juste, moi, ce que je leur demande, c'est déjà de faire ce premier travail de recherche où on va glaner un maximum d'informations sur le père et la mère et l'histoire familiale, d'accord? Pour arriver déjà à avoir un contenu de voilà ce que j'ai et comment est-ce qu'on peut déjà amorcer le travail ensemble. Donc, c'est un travail très global. Des fois, je ne me sers que du côté mère, des fois que du côté père. Des fois, j'ai besoin de tout. Donc ça, je ne peux pas savoir avant, on est d'accord. Mais au moins, la personne va être déjà dans une démarche de rencontrer ses racines. Et rien que cette démarche-là, la personne se rend compte, et ça pour les 3/4 des personnes, qu'en fait, tu ne connais pas ta famille. Ouais. Tu connais ta mère, ton père, à la rigueur tes grands-parents, tes arrière-grands-parents s'ils sont en vie, mais tu ne connais pas leur histoire. Généralement, quand tu es jeune et que le grand-père ou la grand-mère, elle te parle, il te saoule un peu. Tu n'écoutes pas vraiment l'histoire. Les oncles, les tantes, s'ils n'habitent pas dans le coin, c'est pas comme ça que tu connais aussi leur vie et que tu connais encore moins leur maladie. Et les cousins, cousines, tu les vois une fois ou deux par an. Et en fait, tu découvres que tu as des similitudes ou au contraire des grosses oppositions avec certaines personnes de ta famille. Donc là, le travail déjà s'amorce, que l'inconscient va entendre, va connaître, va aller à la rencontre d'eux
et tu vas découvrir un petit peu tout ce qui va être au-dessus de toi. Une histoire, comme si on te racontait une histoire, mais c'est la tienne. Ouais. Et quand tu es attentif pour les hommes à tes propres ressentis, tu vas voir déjà dans cet instant de recherche, qu'est-ce qui va te passionner, qui va t'intéresser, là où tu vas y mettre le plus grand attrait ou pas. Alors après, il y a aussi notre inconscient qui nous fait des blagues. Hein. On va avoir une grosse partie de déni où moi, je vais avoir des personnes qui vont dire j'ai fait que le côté père parce que le côté mère, non, je suis sûre qu'il n'y a rien. Eh bien, manque de bol, on va aller côté mère, d'accord? Voilà. Ça, voilà, mais ça, c'est aussi la richesse que ça soit de la psychogénéalogie et pas juste de la généalogie. Okay. Ça va faire partir de mon décryptage. Donc oui, il y a vraiment cette notion qui déjà dans un premier temps, quand on va glaner les informations, quand on va les exposer, quand on va les mettre sur papier, quand on va faire le décryptage ensemble, toute la traduction, l'analyse, il va y avoir un gros travail qui se fait. Et je vous assure, moi, pour être passée par là, parce que quand on veut devenir psychogénéalogiste, on travaille du coup sur son propre arbre. Ouais, bien sûr. Ça démonte. Hein. Soyons clairs, on est dans une machine à laver perpétuelle. C'est que il y a tout. En fait, tout est tellement trop dépecé, on va dire, qu'on se sent du coup très fragilisé et qu'il faut avoir les reins pour. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui me tombe dessus et je m'en rends pas compte de l'ampleur. Et après, exactement, il y a ce qu'on appelle des actes symboliques. Jodorowsky, pour ne pas le citer, appelle ça des actes psychomagiques. Alors, tu vois, ce matin, j'ai une patiente pendant 2 heures de temps sur son arbre. On a fini, donc elle était venue 3 heures avant la semaine dernière. Là, on a fait 2 heures d'un coup ce matin, donc 5 heures en tout. Et du coup, aujourd'hui, c'était pour l'acte symbolique parce que du coup, ce n'était pas la peine de continuer plus loin par rapport à la commande qu'elle m'était venue donner, enfin qu'elle m'avait demandé, parce qu'après, sinon, on peut y passer des centaines d'heures. Mais c'est aussi ça le boulot d'une psy, c'est que quand la personne arrive avec une problématique, c'est pas notre boulot de lui montrer toutes ses problématiques. Hein. Ouais. C'est leur temps et leurs problématiques à eux et il faut le respecter. Donc, même si nous, on voit qu'il y a d'autres problèmes, de manière déontologique, je dirais, il est important de s'arrêter sur le problème qu'elle est venue résoudre, la personne. Ouais. Donc, l'acte symbolique, comme je l'explique à ces patients que je découvre, c'est que ce n'est pas du tout un acte de sorcellerie, ce n'est pas du tout un acte de magie, c'est vraiment un acte de catharsis et de psychologie. Donc, je m'explique. C'est toujours encore ce côté inconscient et conscient. Ça va être l'hémisphère gauche qui va être de l'ordre de la créativité et l'hémisphère droit qui va être de l'ordre du mental. Ça veut dire que quand tu arrives dans une pièce, tu vas dire « Tiens, ici, il y a une chaise, un ordinateur et une table. » Ça, c'est ton hémisphère droit, c'est ton mental. Par contre, quand tu rentres et que tu te dis, tiens, je me sens bien, ah ben, j'aimerais bien boire un café ici. Je trouve que du coup, sans parler d'énergie, hein, parce que je ne suis pas énergéticienne, mais c'est vraiment se connecter à son propre ressenti, ouais. D'accord? Là, c'est une hémisphère gauche, d'accord? Okay. Donc, l'acte symbolique va permettre de prendre ta créativité, donc ton hémisphère gauche, et de le basculer dans l'hémisphère droit. Donc, okay. Le remonter en conscience, donc dans le mental. Et tu vas pouvoir t'en extraire. Ce qui est beaucoup plus facile avec les enfants, parce que les enfants, ils ont cette crédulité-là, où du coup, tu vois, quand je reçois en cabinet un enfant qui a été abusé ou incestué, le fait de faire un bonhomme avec le nom, le prénom et la date de naissance de l'agresseur et de lui dire, ben, on lui pourrit la gueule en lui mettant des gros coups de feutre rouge dessus. Et puis ce soir, en arrivant chez toi, tu vas brûler la feuille, tu vas la jeter aux toilettes et tu vas faire pipi caca dessus. L'enfant, du coup, sur 7 jours, on fait ça, et bien on voit que le 7e jour, il a moins besoin de lui tartouiller la figure et ça ne va pas changer le fait qu'il a été agressé, mais ça va avoir eu effet sur la vengeance. Et par exemple, si la maman l'a amené pour ses problèmes de cauchemar ou d'endormissement, eh ben, ils vont être beaucoup plus amoindris parce qu'il se sera mis entre le réel et l'imaginaire, quelque chose, enfin entre l'imaginaire et le réel, quelque chose en place au niveau du cerveau. C'est pour ça que l'hypnose, par exemple, ça marche. Mais ça, du coup, les adultes, ils ont besoin de se mettre dans un état modifié de conscience et de confiance pour que, du coup,
le cerveau, quand il imagine qu'il a fait quelque chose, comme passer un examen par exemple, j'ai la trouille de passer un examen, ok, projection en PNL ou hypnose et on fait passer l'examen, et ben, tu arrives avec quasiment plus tes peurs parce que tu l'as déjà fait. Ton cerveau, en fait, il a vu les images. Donc, il y a cette force-là. Et ben, l'acte symbolique, c'est exactement ça. C'est que du coup, tu vas mettre quelque chose en image et ta vision va voir que de toute façon, tu l'as enlevé. Donc, ça ne t'appartient plus. Donc, ton inconscient va plus t'embêter à le vivre de manière récurrente dans ta vie. Ok, super. Je suis claire? Oui, parfaitement clair, parfaitement clair. Je passe un peu parce que le temps passe beaucoup trop vite, mais en tout cas, donc on a vu que si on voit, enfin si on ressent plutôt qu'on a des choses qui ne nous appartiennent pas, la psychogé, ça peut vraiment nous aider là-dessus. Le fait, on voit qu'il y a plein de recherches qu'on peut faire nous-mêmes en fait déjà avant d'être accompagné par une psychogénéalogiste. Et une fois qu'on a réussi à trouver ou à ressentir justement les hypothèses qui sont justes pour la problématique qu'on a, on peut mettre en place aussi soit justement ne serait-ce que cette recherche ou ces outils psychomagiques pour s'extraire de tout ça et retrouver finalement un peu plus, je dirais, son ADN propre, en tout cas un peu s'extraire de tout ce qu'on a reçu de la part de nos ancêtres. Donc c'est très intéressant et tu en parles vraiment super bien. Donc je vous invite tous, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller voir. Vous verrez dans la bio, de toute façon, il y a tous les sites, les réseaux sociaux de Caroline. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit là, donc je sais que tu pourras en parler pendant des heures et des heures, mais est-ce qu'il y aurait un élément à ajouter ou un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui peut-être justement sont dans cette situation où ils ressentent qu'il y a quelque chose qui les bloque dans leur vie alors que ça ne leur appartient pas vraiment? Oui, c'est que si on ressent que ça ne nous appartient pas vraiment et qu'il y a des choses qui sont répétées et il y a des choses qui vont parler plus que d'autres, c'est que la résolution, elle est déjà en train d'être amorcée, en fait, tout simplement. Et c'est récupérer son propre libre arbitre plutôt que de nettoyer les brouettes, tu vois. C'est vraiment, en fait, récupérer le pourquoi on a été programmé. Et parfois, ça, c'est pas forcément pour changer notre vie, c'est pour être en toute conscience et savoir pourquoi on fait ce choix-là. Mais en tout cas, merci énormément pour toute cette quantité d'informations que tu nous as partagées. Je vous invite vraiment à voir ce que Caroline fait. Je pense, comme tu le dis, qu'on ne connaît pas sa famille, on ne se connaît déjà pas à soi-même, enfin, difficilement. Et c'est vrai que c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on a perdu. Je pense que c'était bien plus ancré avant de se transmettre les informations de génération en génération. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je te souhaite une très belle continuation pour la suite. Merci beaucoup Marion et belle continuation à toi aussi et à bientôt.